Nous voici donc dans la troisième partie de cette lecture de ces pages fascinantes pour une autre compréhension de l'immunité et notamment dans ces vidéos donc sur la dynamique de l'immunité. Souvenez-vous, en première partie, donc première vidéo et deuxième vidéo, nous avions vu que les cellules immunitaires étaient activées dans le système réticulo-endothélial, qui inclut donc la substance interstitielle qui baigne les cellules. Nous avions vu aussi que le système immunitaire intégrait des informations microbiennes. Nous avions lu donc ce travail et cette réflexion de cet auteur dans ce livre, l'importance des maladies infantiles, et évoqué le système d'adaptation primale que cet auteur cite, donc système d'adaptation primale dont parle le docteur Michel Audente. Également donc l'importance de laisser le système immunitaire faire sa maturation au long des années et jusqu'à l'âge de 7 ans. Nous avions parlé du soi et du non-soi, du système HLA donc qui gère ce fonctionnement, HLA, Human Leukocyte Antigen en anglais, ou CMH, complexe majeur d'histocompatibilité en français. Nous avions vu les trois filtres, donc le premier, la peau et les muqueuses, le second filtre, l'immunité à médiation médulaire, et le troisième filtre, l'immunité à médiation humorale. Et puis encore donc les trois phases et des comparaisons avec le métabolisme pour ces trois phases, donc assimilation, utilisation et élimination dans les processus bactériens qui s'effectuent en échange d'informations avec le système immunitaire. L'importance donc de l'allaitement pour le nourrisson, bien sûr, dont le système immunitaire est indifférencié et immature. L'importance du colostrum, du colostrum des premières minutes de la première heure, donc que la maman peut donner à son bébé, et qui est très très important pour son immunité. Voilà, la fonction du placenta et la notion donc d'immunité chez l'enfant, où la flore bactérienne, la flore au niveau des bactéries, des muqueuses se forme petit à petit en relation avec les structures lymphoïdes. L'importance de la flore, le microbiote intestinal, bien sûr, évidemment. Nous continuons donc pour cette troisième partie avec, dans notre lecture, la version officielle que l'on reprend et que cet auteur va commenter. Version officielle. Passées les barrières, différentes légions cellulaires vont intervenir. En première ligne, les cohortes de macrophages de polynucléaires, donc globules blancs, qui vont emprisonner les agents infectieux et les éliminer. C'est la phagocytose. C'est donc issu, cette affirmation, de la lettre de l'Institut Pasteur, toujours. Au niveau des muqueuses, il existe des portes d'entrée pour les antigènes étrangers, nous dit l'auteur de ces pages. Dans l'intestin grêle, ces portes sont les plaques de Peyer, constituées d'amas de cellules immunitaires postées là en attente, avides d'informations. Ces cellules, macrophages et lymphocytes, sont en place pour accueillir, mémoriser et bien sûr contrôler les nettoyeurs, entre guillemets, et agents de reprogrammation que sont les bactéries et virus pathogènes, entre guillemets. Donc c'est une autre version par rapport à la phrase d'introduction sur la version officielle. Voici une autre façon de considérer le fonctionnement du système immunitaire. Au niveau des plaques de Peyer et sous l'action des lymphocytes, la muqueuse intestinale devient perméable par différenciation de l'épithélium en cellules M, dont la fonction est qualifiée de mystérieuse, entre guillemets, par les immunologistes. Pourquoi mystérieuse ? Tout simplement parce que leur mode d'action ne colle pas avec le dogme en vigueur. Les cellules M transportent les antigènes étrangers de l'intérieur, de la lumière intestinale vers l'intérieur de l'organisme.
Les cellules M transportent les antigènes étrangers de la lumière intestinale vers l'intérieur de l'organisme. Dans quel but? Si l'imperméabilité des barrières muqueuses garantit l'inexpugnabilité du milieu intérieur, à quoi bon ouvrir dans l'intestin grêle environ 200 portes qui laissent passer les agents infectieux à tropisme digestif, comme les virus de la polio et du sida, le vibrion colérique ou les salmonelles. Je vous rappelle que l'auteur est docteur en médecine, donc il nous parle de médecine et de ce que les immunologistes savent aussi, et de ces cellules M mystérieuses, parce que ça ne colle pas à la version qu'ils ont apprise auparavant. Le but serait d'alerter le système immunitaire, selon donc la version classique. L'auteur nous dit « c'est incohérent, l'ennemi est au pied d'une forteresse dont les murs sont infranchissables et on lui ouvre les portes pour prévenir la garde ». Ce serait un petit peu comme ça dans l'immunologie classique que la situation pourrait être vue, ce qui n'a pas de sens, effectivement. C'est d'autant plus incohérent que cette pénétration ne déclenche pas toujours une alerte immunitaire et la destruction de ces germes. Voilà une information intéressante. Par contre, tout devient cohérent dans la logique d'un système cognitif dont la réponse dépend de la nature et de la redondance de l'information. La fonction des plaques de Peyer, dont le nombre augmente en cas d'infection, est de transmettre certaines informations du non-soi, tout ce qui est étranger, extérieur à l'individu donc, de transmettre certaines informations du non-soi en vue de la différenciation, puis de l'évolution du soi. Le système immunitaire ne laisse passer que ce dont l'organisme a besoin, et c'est l'intestin qui décide quelles informations transmettre et sous quelle forme. Au niveau des plaques de Peyer, ce sont les macrophages qui entrent les premiers en action. Leur rôle est d'effectuer un premier tri dans la foule qui se presse aux portes du milieu intérieur. Leur mode d'action est l'endocytose ou la phagocytose, c'est-à-dire l'ingestion et la digestion de tous les déchets et impuretés, mais aussi des microbes porteurs d'acides nucléiques, le message, entre parenthèses, et de protéines. L'antigène signale la carte d'identité du microbe, entre parenthèses. Ils transmettent les informations, donc ces macrophages transmettent les informations intéressantes aux lymphocytes T par un mécanisme appelé présentation de l'antigène. Ainsi, nous engrammons ou rejetons quotidiennement une foule de données, mais si l'état du milieu intérieur nécessite un intense travail microbien, celui-ci va s'accompagner d'un ensemble de symptômes que nous appelons infection aiguë. Je m'arrête un petit peu parce que là c'est vraiment intéressant, tout simplement parce que c'est une autre compréhension de la maladie des bactéries donc en tant que messagers et de la façon dont les macrophages vont diffuser ce message aux lymphocytes et notamment le lymphocyte T, donc transmission d'informations entre tous ces éléments de l'immunité. Ainsi, nous engrammons ou rejetons quotidiennement une foule de données, mais si l'état du milieu intérieur nécessite un intense travail microbien, celui-ci va s'accompagner d'un ensemble de symptômes que nous appelons infection aiguë, ou maladie en d'autres termes en fait. Les macrophages émettent alors l'interleukine 1, cytokine qui va agir sur les centres thermorégulateurs de l'hypothalamus, déclencher la fièvre et l'inflammation, dans le but de soutenir le travail de surveillance accompli par les lymphocytes. C'est-à-dire la conduite d'une infection consentie car nécessaire. La fièvre est certainement notre meilleur allié pour contrôler l'intégration des informations microbiennes.
Pivot de la défense naturelle, elle témoigne d'une saine réaction organique de l'enfant immature, une manifestation de ce feu du désir, entre guillemets, propre à cette période d'individualisation. Et nous devons nous débarrasser de la peur viscérale et des préjugés qui nous poussent à la combattre systématiquement. La plupart du temps, les enfants équilibrés présentent une fausse fièvre, entre guillemets, une simple augmentation de température absolument sans conséquence tant qu'ils jouent, boivent et dorment comme si de rien n'était. La diète, les bains à 2 degrés au-dessous de la température rectale et la présence permanente de la mère, tout particulièrement la nuit, suffisent en général à passer le cap. La vraie fièvre est un syndrome impressionnant qui inclut l'hyperthermie, des manifestations inflammatoires, des frissons, des suées, des contractures musculaires. Elle témoigne alors d'une rude mise au point qu'il faut savoir contrôler tant dans l'intensité que dans la durée. Aux alentours de 38 degrés 5, la fièvre favorise le développement microbien. Dans quel but ? Si le microbe est un ennemi, il est évident que la fièvre facilitante doit être combattue par tous les moyens. Si par contre le microbe est une information, cette facilitation prend le sens d'une amplification destinée à mieux voir de quoi il s'agit avant une éventuelle intégration. Vers 39,5 degrés, la fièvre est bactériostatique. Elle stoppe la multiplication microbienne. Le message est reçu, l'information intégrée ou jugée sans importance. Il est dès lors inutile de poursuivre l'amplification du message. À 40,5 degrés, la fièvre est bactéricide. Elle détruit les microbes excédentaires devenus sans intérêt. Mais la fièvre a d'autres fonctions. Elle augmente le métabolisme de base et favorise à la fois les synthèses, croissance, anabolisme, et les éliminations toxiniques, catabolisme. Elle accélère le rythme cardiaque et respiratoire et donc la filtration hépatique qui représente la référence antitoxique de l'organisme. Elle stimule les fonctions métaboliques du foie, immature jusqu'à l'âge de 4 ans, ce qui laisse entrevoir les dégâts considérables occasionnés par la chimiothérapie massive devenue routinière pour faire tomber la fièvre et détruire les microbes. Que signifie respecter la fièvre ? En premier lieu, il convient de saisir le sens de la maladie infantile. On peut la comparer à une épreuve initiatique qui permet de nettoyer une expérience initiatique qui permet de nettoyer le courant héréditaire, entre guillemets, métamorphoser le corps physique, élaborer le psychisme, éliminer la prédisposition naturelle à la névrose régressive ou retour fusionnel à la mère. Ça va vraiment beaucoup plus loin dans la compréhension de l'intérêt au niveau de la maturation psychique de l'individu, émotionnelle et psychique. Faire une bonne rougeole ou de bons oreillons, c'est faire peau neuve, et cette mue est une conquête qui s'accompagne d'une métamorphose profonde de la physionomie et de la psyché. Au sortir de la maladie, l'enfant est différent. Son véhicule corporel, en partie libéré des scories, entre guillemets, du passé familial, tribal ou social, afin que puisse s'épanouir l'individualité psycho-spirituelle. Les traits s'affirment, la croissance reprend, le langage s'élabore. Il est plus résistant pour affronter tous les conflits à venir, ce qui est objectivé par la maturité effective du système immunitaire. La force de métamorphose de la maladie infantile que l'on traverse s'étend à la vie entière. Et il semblerait en effet que les affections fébriles de l'enfance jouent un rôle protecteur vis-à-vis des maladies tumorale. La maladie infantile est en fait une authentique guérison et les microbes en sont les agents. Le terme de maladie, entre guillemets, ne devrait être employé que lorsqu'il existe des difficultés particulières, ce que l'on nomme complications. Ces difficultés à franchir le cap évolutif doivent être recherchées à plusieurs niveaux.
une fragilité liée au lourd héritage psychique de l'humanité, les diathèses innées des homéopathes, entre parenthèses, au projet parental inconscient, entre guillemets, au traumatisme de la vie fœtale, de la naissance et de l'enfance, à la détresse affective, souvent à des manœuvres médicales intempestives en relation avec la peur qui entoure l'enfant dans l'épreuve. La plupart des parents sont hantés par le spectre des convulsions et du délire fiévreux en relation avec leurs propres terreurs enfantines, les angoisses de leurs propres parents, entre parenthèses, et leur asservissement aux dogmes médicaux en vigueur, une peur irraisonnée, entretenue et amplifiée par certains médecins devenus incapables de comprendre la nature profonde de ces processus vitaux. Le discours vaccinaliste est entièrement construit sur la peur des complications, lesquelles sont bien souvent la conséquence de l'acte vaccinal lui-même. Les maladies infantiles ont toujours une très forte composante émotionnelle, comme tous les grands moments de la biographie humaine. L'enfant préverbal, et même au-delà jusqu'aux alentours de 3 ans, est parfaitement perméable aux influences extérieures. Il imite les grands pour se construire, phénomène tout à fait comparable à une contagion. De la même façon qu'il cherche à reconstituer chaque mot et chaque geste dans le secret de ses jeux, de même il peut manifester physiquement l'ambiance émotionnelle dans laquelle il baigne par une éruption cutanée, une bronchite, une diarrhée, une constipation ou des convulsions. Quel modèle d'humain donnons-nous à nos enfants? De toutes les émotions, la peur est certainement la plus contagieuse et elle est certainement la plus grande maladie de notre siècle. L'anxiété de la mère, signe subjectif, peut engendrer par résonance une aggravation objective et parfois dramatique des symptômes chez l'enfant. Plus la mère est inquiète, plus la maladie risque d'être grave, et même si cela paraît un peu raide à certains, on peut dire que l'obsession des convulsions chez les parents ou le médecin peut générer des convulsions chez l'enfant. Si vous avez peur de tomber, le moyen le plus simple d'évacuer cette peur est justement de tomber. Incapables de contrôler nos propres angoisses, nous déclenchons très vite une contre-attaque massive, totalement disproportionnée, qui intoxique et épuise l'enfant tout en l'empêchant d'accomplir son développement. Comprendrons-nous un jour que la santé de nos enfants est un reflet fidèle de nos états d'âme? Quand survient la crise évolutive, il faut entourer l'enfant d'une atmosphère sereine, positive, courageuse et même pleine de vénération pour le mystère qui est en train de s'accomplir. Il faut accompagner l'enfant dans son effort d'auto-guérison, armer le guerrier pour son combat, et non pas l'y soustraire, car les maladies sont les ouvriers du divin. Donc l'auteur ici cite Paracels quand il dit les maladies sont les ouvriers du divin. C'est une autre perspective et une autre compréhension de la vocation du système immunitaire et de la maturation de la psyché de l'être humain, encore une fois. On ne prévient pas les maladies avec des vaccins mortels, mais avec de l'amour vivifiant. Respecter la fièvre, c'est en premier lieu conforter l'enfant par une attitude sereine et rassurante, accompagner son effort de croissance par la diète, le repos et l'usage de remèdes non toxiques qui empêchent l'hyperthermie pour dépasser un certain seuil et ou l'empêcher aussi de durer trop longtemps. Donc, qui empêche l'hyperthermie de dépasser un certain seuil et ou de durer trop longtemps. Au-dessus de 40 degrés et au-delà de 4 jours, l'individu doit être soutenu avec l'homéopathie, l'aromathérapie, l'apport d'oligo-éléments catalytiques. J'ajouterais qu'on peut même dès les premières heures, sans entraver le processus de fièvre qui a son utilité et un grand intérêt, mettre des mesures d'accompagnement en place qui permettent de mieux vivre le processus et dès le premier jour de fièvre.
Donc au-dessus de 40 degrés et au-delà de 4 jours, l'individu doit être soutenu avec l'homéopathie, l'aromathérapie, l'apport d'oligo-éléments catalytiques. Le recours à la chimiothérapie peut s'avérer nécessaire, mais restera exceptionnel si on saisit le sens d'une maladie infantile, si on évite la panique et si on fait en sorte d'avoir des enfants sains. Donc on jauge avec calme et sérénité où en est cette fièvre et à quel moment, s'il le fallait, on intervenait avec des médicaments chimiques. Mais donc sans que ce soit systématique. Ça, c'était donc la première ligne, souvenez-vous. La première ligne, c'est le système des muqueuses et la phase d'incubation que vous aviez donc dans la vidéo précédente, deuxième vidéo. Ici, dans cette troisième vidéo, donc après la fin du fonctionnement de cette première ligne, nous passons à la deuxième ligne. Souvenez-vous, ça se passait en 3 étapes, les muqueuses, l'immunité à médiation cellulaire et l'immunité à médiation humorale. Ici, deuxième ligne, c'est donc l'immunité à médiation cellulaire, la phase d'état. Encore une fois, l'auteur part de la version officielle, il cite « D'autres corps de troupes cellulaires composés de différents globules blancs guerriers sont capables de reconnaître l'ennemi ou de contribuer à son identification, entre parenthèses, de coopérer efficacement grâce à divers moyens de transmission et d'engager le combat. » C'est toujours un extrait de la lettre de l'Institut Pasteur. Autre façon de voir les choses, comme l'auteur continue. Cette phase, donc cette deuxième phase, immunité à médiation cellulaire, commence au niveau des portes ouvertes dans les muqueuses. Les flores symbiotes transfèrent les informations inconnues, originales ou complexes vers les macrophages des plaques de Peyer. Les macrophages vont les intégrer, les digérer, puis présenter les peptides, des peptides antigéniques à ces spécialistes que sont les lymphocytes T. Chez le nouveau-né, les lymphocytes sont présents, mais ils sont eux aussi nouveau-nés, tout neufs, nouvellement édifiés, donc ces lymphocytes chez le nourrisson. Leur éducation n'est pas terminée et ils ne savent pas communiquer correctement avec les mots chimiques qui constitueront ultérieurement leur langage. Les promoteurs de la vaccination infantile précoce, multiple, systématique et obligatoire n'ont pas l'air d'avoir très bien saisi cet aspect élémentaire de la biologie. L'enfant de moins de 12 mois a une bouche, une langue, un larynx, des cordes vocales et pourtant il ne sait pas parler. On oublie de le rappeler. Donc son système immunitaire non plus, lui, n'est pas prêt. Il doit peu à peu élaborer le langage par imitation, à partir des informations captées dans son environnement. De la même façon, l'enfant de moins de 2 ans a une moelle osseuse, un thymus, une rate et des ganglions, des macrophages et des lymphocytes, mais ces cellules ne produisent pas de cytokines. Autrement dit, elles ne savent pas parler et ne peuvent pas communiquer. Pour ceux qui aiment à comparer ces cellules immunitaires à une armée, sachez que c'est alors une armée de jeunes recrues isolées les unes des autres, dépourvues de chef et de communication radio. Il n'y a dès lors aucune possibilité de mettre en place une stratégie efficace de réguler finement la réponse immunitaire en fonction du type d'information reçue. La capacité de régulation débute vers l'âge de 2 ans. L'enfant se met à parler et atteint sa pleine maturité vers 10 ou 12 ans. Quel peut dès lors être l'effet des multiples vaccins injectés aux nourrissons? Donc entre 0 et 2 ans. Les lymphocytes nés dans la moelle osseuse, éduqués dans le thymus, concentrés dans les plaques de Peyer, les ganglions et la rate, sillonnent l'ensemble de l'organisme afin de prendre les nouvelles aux limites du royaume au niveau des muqueuses. Donc qui est ouvert sur l'extérieur, hein, muqueuse intestinale, muqueuse au niveau des poumons,
et toutes les autres muqueuses du corps. Donc tous ces lymphocytes sillonnent l'ensemble de l'organisme afin de prendre les nouvelles aux limites du royaume au niveau des muqueuses. Ils interviennent toujours après la phagocytose réalisée par les macrophages. Les antigènes qui leur sont présentés constituent à la fois la carte d'identité et le laissez-passer des informations microbiennes. Une information non filtrée par les muqueuses est incompréhensible aux lymphocytes. Nous avons vu que pour coordonner leurs actions, les cellules immunitaires doivent communiquer en permanence et les échanges s'effectuent par l'intermédiaire de molécules comme les interférons et les interleukines, absentes ou insuffisantes chez le jeune enfant. Je fais une petite parenthèse, une pause et tout simplement, pour en discuter avec votre médecin, vous pouvez lui présenter les pages de ce livre dont je vais vous donner les références et ça lui permettra de s'intéresser à cette autre explication du fonctionnement du système immunitaire et de vous faire comprendre quant au fait que vous lui dites que vacciner entre 0 et 2 ans, c'est une aberration, c'est beaucoup trop tôt, le système immunitaire n'est absolument pas mature et on va en entraver toute la maturité en le sollicitant, en l'agressant avec des injections vaccinales. Il suffit que votre médecin veuille bien réfléchir à cette compréhension de la dynamique de l'immunité et alors vous pourrez commencer le dialogue et il commencera aussi sa réflexion ou la continuera s'il a déjà amorcé cette réflexion sur le sujet. Vous n'avez pas besoin, vous, d'entrer dans des explications qui vous seraient propres, qui vous seraient difficiles à donner. Vous lui donnez ces pages à lire et ça se fera tout seul. Et si vraiment il ne veut pas les lire, vous allez bien sûr voir un autre médecin. Nous continuons donc le fonctionnement de ce système immunitaire. Les lymphocytes qui sont nés dans la moelle osseuse, qui sillonnent l'ensemble de l'organisme. Les antigènes qui leur sont présentés constituent à la fois la carte d'identité et le laissez-passer des informations microbiennes. Une information non filtrée par les muqueuses est incompréhensible aux lymphocytes. Nous avons vu que pour coordonner leurs actions, les cellules immunitaires doivent communiquer en permanence et les échanges s'effectuent par l'intermédiaire de molécules comme les interférons et les interleukines, absentes ou insuffisantes chez le jeune enfant. Ces mots chimiques permettent tour à tour de stimuler, atténuer ou interrompre tel ou tel aspect de la réponse immunitaire afin d'amplifier, tempérer ou interdire l'action reprogrammante du microbe. Les lymphocytes T, tout particulièrement les T4 ou CD4, sont considérés à juste titre comme le pôle de conscience du système immunitaire, les maîtres d'œuvre de l'immunité spécifique. Ce sont les ingénieurs et contremaîtres qui supervisent le travail des ouvriers microbiens sous contrôle du cerveau biologique, lequel ordonne tous les processus de maladie ou de guérison grâce à des signaux nerveux ou endocriniens. Le système nerveux est le terminal de toutes nos perceptions sensorielles et extrasensorielles, lesquelles engendrent ou ravivent pulsions, désirs, émotions, sentiments, actions et passions, attirances et répulsions, pensées, idées, concepts, créations imaginaires et souvenirs. Le cerveau est le lieu où s'impriment tous nos conflits conscients et inconscients. Tout est lié et nos émotions positives ou négatives influencent notre immunité, inhibent ou favorisent le travail microbien de la même façon que l'état de nos flores intestinales agit sur nos états d'âme, esprit étant l'anagramme de tripe au pluriel. Le mot esprit est l'anagramme parfait du mot tripe. T-R-I-P-E-S. C'est une compréhension passionnante, très différente, passionnante. Ce qui n'empêche pas que les découvertes en immunologie peuvent tout à fait
être prise quand même, mais à la lumière de cette compréhension. L'immunologie officielle commence ici, avec l'intervention des lymphocytes T qui recueillent et mémorisent des informations délivrées par les macrophages. Le microbe est alors dans la place, au cœur du milieu intérieur, et pour les spécialistes de la discipline, il s'agit indubitablement d'un ennemi qu'il faut détruire le plus rapidement possible par activation de lymphocytes T8 cytotoxiques et de lymphocytes B producteurs d'anticorps. Une fois de plus, il y a ici un paradoxe évident. D'une part, cette réaction cellulaire de neutralisation ou de rejet est facultative et de plus toujours tardive puisqu'elle apparaît plusieurs jours après le premier contact aux frontières. Que s'est-il passé durant ce laps de temps si l'on considère qu'un virus peut atteindre sa cible en quelques minutes ? D'une part, la participation du système immunitaire apparaît souvent essentielle au développement de nombreuses maladies infectieuses. Il se produit à certains moments une tolérance, voire une facilitation, qui permet aux germes de pénétrer, puis parcourir tout l'organisme pour y trouver leur cible et effectuer des travaux de rénovation, entre guillemets. Le psychanalyste Otto Rank définissait la tolérance comme une ascèse dans l'exercice du pouvoir, une neutralité bienveillante par rapport aux multiples opinions exprimées par les individus constituant une société. Autrement dit, la normalité, entre guillemets, n'est pas la soumission aveugle à une majorité bien pensante qui considérerait par exemple le microbe comme un ennemi systématiquement détruit par le système immunitaire. La tolérance immunitaire favorise donc l'expression de la maladie infectieuse si celle-ci est nécessaire. L'interleukine 1 déclenche la fièvre qui active le développement microbien contre l'adrénaline et le cortisol surrénalien, comme l'adrénaline et le cortisol surrénalien active les lymphocytes suppresseurs qui inhibent la réaction immunitaire et favorisent l'infection en cas de stress. Autre paradoxe, l'immunologie décrit des infections extracellulaires et des infections intracellulaires, ce qui est le cas de tous les virus, ce qui signifie que le système immunitaire n'intervient qu'après pénétration de l'ennemi dans sa cible. C'est important de relever ce constat, ce fait. L'immunologie décrit des infections extracellulaires et des infections intracellulaires, cas de tous les virus, et même intranucléaires, comme le virus d'Epstein-Barr, qui va jusque dans le noyau de la cellule, pour une petite précision. Donc, ce que décrit l'immunologie, ce qui signifie que le système immunitaire n'intervient qu'après pénétration de l'ennemi dans sa cible. Pourquoi ? Pourquoi attendre si longtemps ? Réponse officielle, entre guillemets, le germe est capable d'éluder ou même de détourner à son profit la réponse cellulaire qui est le premier acte de la réponse immunitaire. Commentaire de notre auteur, dans ces pages, c'est un fameux contresens. En fait, le système immunitaire autorise le processus infectieux quand celui-ci est utile, mais il le contrôle rigoureusement et y met fin quand le but, la guérison, est atteint. C'est bien ce qui se produit si l'on considère que les lymphocytes T4 ont été surpris en flagrant délit de transmission de virus de cellule à cellule, hors de portée d'éventuels anticorps neutralisants. C'est ainsi que certains virus peuvent traverser les muqueuses et atteindre notre ADN en quelques minutes pour s'inclure à nos chromosomes sans aucun signe pathologique et sans aucune réaction immunitaire. Mais le nombre de cellules investies est strictement contrôlé par les lymphocytes en fonction du but poursuivi. Ce qui est décrit par l'immunologie classique est donc un phénomène tardif, postérieur aux phases d'assimilation et d'intégration des informations. La destruction des microbes par les lymphocytes intervient après la maladie. Après la maladie.
Quand le terrain est nettoyé, l'ADN reprogrammé et le conflit résolu. Le rôle du lymphocyte T4 est dans un premier temps de laisser s'accomplir le transfert d'informations, la maladie, entre guillemets, en inhibant les processus purement destructeurs de la troisième phase. Quand ce travail est fait, la fièvre augmente afin de freiner puis de stopper l'activité microbienne. Le T4 déclenche alors la troisième phase, l'élimination des déchets par activation des macrophages armés et des lymphocytes T8 cytotoxiques, éventuellement des lymphocytes B, producteurs d'anticorps. Voilà pour la fin de la deuxième ligne, l'immunité à médiation cellulaire. Nous passons dans la dernière et quatrième vidéo à la troisième ligne, donc l'immunité à médiation humorale. À tout de suite.